Comment expliquer que l'Afrique possède les meilleures terres du monde, les terres les plus arables de la planète, mais l'Afrique continue à mendier de la nourriture, l'Afrique continue à souffrir, à mourir de faim. L'Afrique a les meilleures réserves en termes d'eau, le plan hydrique. L'Afrique, c'est-à-dire qu'elle est arrosée, c'est-à-dire que par la pluie. L'Afrique, c'est-à-dire qu'elle a un environnement solaire qui n'a pas son pareil. Dans plusieurs pays, il y a de la pluie, c'est-à-dire que voilà, 8 mois sur 12. Il y a du soleil en permanence. Mais on n'arrive pas à être souverain sur le plan alimentaire. Comment ça se fait qu'un continent, l'un des continents les plus jeunes, où il y a des bras, où il y a de la terre, il y a de la ressource, il y a de la variété en termes de culture, il y a de la diversité en termes de protéines végétales comme animales, mais nous n'arrivons pas à nous autosuffire. Est-ce un problème? D'où vient le problème? Est-ce que c'est parce que, nous sommes paresseux à ce point? Est-ce que c'est le manque de vision de nos différents dirigeants? Est-ce que c'est le fait que le domaine agricole soit délaissé, c'est parce qu'on ne connaît pas la valeur de ces choses? Mais la vérité est que un peuple qui a faim, c'est un peuple qui est facilement manipulable. Un peuple qui a faim ne peut rien produire. C'est ça qui explique sur l'origine du sous-développement dans lequel nous sommes. C'est ça qui explique que nous ne sommes pas avancés sur le plan technologique, sur le plan scientifique, sur le plan des infrastructures. Parce que quand tu as faim, tu ne peux pas développer l'esprit de créativité. Comme le coutume a dit, vends ta famille n'a point d'oreille. Si je fais cette introduction, c'est afin que ça puisse attirer ton attention, de te faire comprendre qu'aujourd'hui, le modèle agricole vers lequel nous devons aller, c'est un modèle d'agriculture inclusive. C'est un modèle d'agriculture endogène. Un modèle agricole qui se doit de nous donner notre souveraineté alimentaire. Si je prends un peu de temps, c'est pour te faire comprendre que la façon dont nous produisons aujourd'hui ne permet pas qu'on s'alimente. La façon dont notre vision du développement, notre vision sur le plan de notre autosuffisance alimentaire, ce n'est pas la bonne. Aujourd'hui, nous avons changé notre mode de production, notre mode de consommation. Tout est importé de l'extérieur. Et lorsqu'on veut aller faire l'agriculture, on fait la même erreur en pensant au modèle occidental. Permets-moi de te rafraîchir la mémoire. Pour toi qui es de la diaspora, toi qui es en Occident, qui est ici en France présentement, c'est quoi l'actualité? Je voudrais que tu me marques dans les commentaires l'actualité qui sévit en ce moment. Pourquoi les agriculteurs français, en particulier, sont en colère? Et je dis les agriculteurs et les éleveurs occidentaux, européens sont en colère. S'il te plaît, marque-moi dans les commentaires. Si tu veux vraiment aller faire l'agriculture, tu dois t'intéresser à ces points-là. Les agriculteurs occidentaux se plaignent qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ils n'arrivent pas à vivre de leur labeur. Pourquoi? Trop de normes. Ils sont acculés par les normes européennes, les normes françaises. Et quand on dit les normes, il faut comprendre que si tu ne les respectes pas, c'est les sanctions. À quel moment tu as dit que le monsieur sera en plantation et à quel moment il sera en train de remplir la paperasse? Et quand on dit à chaque fois non, il faut comprendre que c'est les coûts de production, c'est les charges. Et non pas le contrôle, c'est-à-dire que sur tout ce qui sont les entrants, l'engrais, les pesticides, les nématicides, les fongicides, la mécanisation. Bref, pour qu'un agriculteur démarre, il lui faut au bas mot 1 million d'euros. Et lorsqu'il va justement vendre la production, lorsqu'il récolte, il vend la production, il ne s'en sort pas parce que c'est les grandes firmes de l'agro-industrie, donc de la transformation et de la distribution qui se taillent la part de lion. Ce sont eux qui ont les centrales d'achat et qui fixent les prix. Derrière, le producteur n'a rien. Sans compter ça, il y a aussi que la concurrence déloyale, ce qu'on appelle le libre-échange. Pendant que les agriculteurs français, européens,
respecte les charges, puisque aujourd'hui, il faut produire selon les normes européennes, les normes environnementales, il faut respecter l'environnement, il faut respecter justement la biodiversité, il ne faut pas polluer, puisque justement, c'est les mêmes qui ont ramené ce modèle d'agriculture chimique il y a plus de 50 ans, en demandant aux agriculteurs de produire avec la chimie. Aujourd'hui, ils sont en train de faire votre face en disant qu'il faut produire avec moins de chimie. Donc, il faut réduire la part de la chimie. Pendant que les Occidentaux le font, ben, figurez-vous que les Brésiliens ne respectent pas non pas les mêmes normes. La Nouvelle-Zélande n'a pas la même norme. Eux, ils produisent en masse avec la chimie. Dans cette même Europe, les Français observent, c'est-à-dire que les normes, les Français ont réduit, c'est-à-dire qu'au moins 28 molécules dans leur production, mais l'Espagne, par exemple, ne respecte pas la même chose. Ce qui fait que les tomates espagnoles entrent en masse en France, les fraises espagnoles entrent, qui ne respectent pas les mêmes normes que la France. C'est ça le véritable problème. Je voudrais que tu restes là-dessus, que tu comprennes bien la chose. Donc, si tu n'as pas compris ça, tu risques d'aller produire voilà, n'importe comment. Et c'est la même chose que, voilà, que nous vivons en Afrique. C'est pour ça que je vais faire la transition. C'est la même chose que nous vivons en Afrique. Les produits occidentaux dont maintenant, qui sont super subventionnés, qui ont de l'accompagnement, viennent faire du dumping chez nous en Afrique, puisque nous ne produisons pas. Même le peu que nous produisons, comme on a des accords de libre-échange, ils viennent massivement nous impacter avec leur production. Et c'est comme ça que ça tue les petits producteurs, ça tue la production africaine. Donc, permets-moi de me représenter. Si j'ai fait cette transition-là, afin que je puisse maintenant partager avec toi les 7 meilleures cultures très rentables que si tu veux gagner de l'argent, tu te dois de lancer en Afrique. Et ces 7 cultures-là répondent, contrecarrent tout ce que je viens d'énumérer. Si j'ai fait cette introduction un peu longue, c'est pour te faire comprendre que avant de vouloir les produire, tu te dois d'être stratège. Tu te dois de t'informer. Tu te dois de te former. En parlant de formation, regarde sous la barre de description de cette vidéo. Prends le premier lien qui est là. Il y a une formation, la formation est à moins 50%. J'ai mis toutes les formations sont à moins 50%. C'est exceptionnel. Tu te dois le prendre rapidement parce que la promotion finit, c'est-à-dire que voilà, aujourd'hui, nous sommes samedi, la promotion finit aujourd'hui samedi à minuit. Je répète encore, regarde sous la barre de description, prends le premier lien. Parce que là, je te propose cette culture, c'est-à-dire que voilà, cette meilleure culture. Le premier lien, je te propose là-dessus, c'est-à-dire que voilà, les 10 meilleures cultures. Et comme bonus encore, en promotion, c'est-à-dire que voilà, les formations sont en promotion à moins 50%. Valable aujourd'hui uniquement jusqu'à minuit. Donc, c'est l'opportunité pour toi de saisir, c'est-à-dire que l'occasion de bénéficier des moins 50%. Donc, je suis en train de dire, il est plus que crucial de se former. Il est plus que crucial avant d'aller investir ou avant d'aller entreprendre, de prendre le maximum d'informations. C'est pour ça que je parle des fois de la géoéconomie. Tu vois, tout ce que je viens d'énumérer en amont, c'était de la géoéconomie. On ne te demande pas d'être un expert, mais de savoir pour quelle économie tu travailles. Lorsque tu vas faire du business, qui est-ce que tu enrichis? Est-ce que c'est ton économie ou c'est l'économie externe? Est-ce que c'est toi-même, c'est un enrichissement personnel ou tu veux enrichir ton pays aussi? C'est de maîtriser la géostratégie. C'est ce que je viens de dire aujourd'hui, que la géostratégie demande que tu ne dois pas dépendre de l'économie externe. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde de rapport de force. Lorsque tu dépends de l'économie externe, à tout moment, on te fait du chantage. À tout moment, ton business peut s'arrêter. Tu dois t'intéresser aussi que de la semence, parce que si la semence vient de l'extérieur, tu vois qu'on te blinde là-dessus. Donc, les 7 cultures que je vais partager ici avec toi, ces 7 cultures, nous sommes sur le plan des semences, nous sommes autonomes. C'est les cultures du terroir, c'est vraiment la diversité de notre terroir. C'est des cultures sur lesquelles, si on se lance là-dessus et qu'on apporte de la plus-value, ça va créer les emplois. Ça va booster l'économie de nos différents pays. Ça va ramener le PIB, remonter le PIB par habitant et le PIB de nos différents pays.
Et les excédents, on pourra être que justement exportés, parce que cette culture-là aussi, c'est des cultures qui sont ultra demandées par l'Occident. Et c'est des cultures stratégiques que l'Occident ne cultive pas. Tu vois qu'en termes de libre-échange ou en termes de compétition, on n'est pas en compétition avec eux. Et là-dessus, le producteur, c'est-à-dire que pour justement vivre de son labeur. Donc, sans plus tarder, permets-moi de partager avec toi cette culture-là. Et je n'ai pas rentré c'est-à-dire que dans l'agronomie, parce que je suis déjà rentré dans cette agronomie en long et en large en travers. Si tu veux bénéficier d'agronomie, prends le premier lien qui se trouve sous la barre de description de cette vidéo. Les 10 meilleures cultures que je te propose, là-dessus, je rentre en long, en large et en travers. Je t'explique l'agronomie de A jusqu'à Z. Donc, n'hésite pas de cliquer sur le premier lien qui se trouve sur cette vidéo-là, de pouvoir bénéficier de l'itinéraire agronomique que je vais partager. Donc, la première culture, c'est le manioc. Le manioc, ici, c'est une culture phare. J'ai dit, comment est-ce qu'on peut, justement, avoir notre autonomie alimentaire? Avoir l'autonomie alimentaire et la souveraineté alimentaire, c'est sur une culture comme le manioc. Parce que le manioc est stratégique. Le manioc, à l'hectare, c'est minimum 35 tonnes. Et c'est une culture qui ne se s'épanouit que dans les zones de tropiques. Donc tu vois que nous ne sommes pas en compétition avec les Occidentaux qui sont sur le blé. Le blé qui demande une forte mécanisation. Le blé qui va te demander une des grosses superficies. Tu vois qu'avec 35 tonnes, l'hectare, tu n'as pas besoin d'être sur 100 hectares. Avec les céréales, tu es obligé pour être rentable. Et encore, quand je dis rentable, c'est des très grands mots. Tu vois qu'ici en Occident, eux ne s'en sortent pas. Donc, avec les céréales, tu dois être au minimum, tu dois commencer avec 100 hectares. Alors qu'avec le manioc, un hectare, tu as 35 tonnes. Les céréales, quand c'est bien conduit ici, c'est 5 tonnes. Chez nous en Afrique, c'est demi-tonne. Demi-tonne. Donc, tu vois que si lui a choisi, on irait vers le manioc. Et avec le manioc, on a énormément de produits dérivés. Le manioc, tu peux faire la farine pour pouvoir contrecarrer la farine de blé panifiable. Tu as le couscous, tu as le bobolo, tu as le miondo, tu as le tapioca, tu as le plakali, tu as le fufu, tu as le watafufu, tu as le bobolo, tu as le chikwang, tu as la tchéké. C'est énormément. Quand tu passes dans l'agro-industrie, tu as l'amidon, tu as la colle, tu as la liqueur de bière, de manioc, tu as aussi la bière de manioc. Voilà énormément de dérivés. Deuxième culture vivrière qui peut comme ça, c'est-à-dire que te permettre de faire des gains, c'est-à-dire comme la stratosphérique, et en même temps nous permet de pouvoir, c'est-à-dire avoir notre autosuffisance alimentaire, c'est l'igname. L'igname aussi, pareil, c'est une tubercule qui à l'hectare, c'est-à-dire a des rendements énormes. Ça va te dire de 10 tonnes jusqu'à 18 tonnes l'hectare. Donc tu imagines si tu fais comme ça, c'est-à-dire que 20, 30, 40, 50 hectares, c'est énorme. Et là-dessus, je vais te demander de passer à la phase de transformation, parce que tu sais que c'est une culture aussi qui est périssable, qui est sensible, de passer à la phase de transformation. Donc, la phase de transformation, je l'explique dans la vidéo que je t'ai réservée là en bas. Si tu veux t'aider que bénéficier, clique le premier lien, j'explique tout là-dedans. La phase de transformation, on peut aussi faire la farine, on peut faire des chiffres d'igname, le couscous. Et l'igname, c'est-à-dire que c'est une culture qui est, je vais dire, qui rentre dans nos mœurs. Il y a des traditions, il y a des fêtes traditionnelles d'igname en Afrique de l'Ouest. Tu as comme troisième culture la banane plantain. Banane plantain, pareil. Tu te lances comme ça dans des vergers, c'est-à-dire de 10, 20, 30, 40, 50, 100 hectares, 200, 300 hectares. C'est des cultures comme ça qui, à l'hectare, ont un fort taux de rendement, comparativement aux céréales. Et lorsque tu passes à la phase de transformation, on peut faire de la farine, on peut faire des chips. Si tu te lances dans une industrie de chips, tu imagines les millions que tu peux gagner. On a des compagnies ici en Occident qui brassent les milliards d'euros rien que qu'à la vente des chips. Donc tu vois, si on se lance là-dedans, on peut faire des plantains bouillis, plantains mûrs, qui rentrent dans nos mœurs, qui sont à locaux, comme on appelle en Côte d'Ivoire. Chez nous, on appelle les mistolettes, avec les bananes frites. Les bananes frites qu'on accompagne beaucoup plus avec les poissons braisés, de la viande braisée, avec de la braise. Donc, comme quatrième produit, c'est que le palmier à huile. Là, maintenant, nous sommes dans la culture pérenne. Palmier à huile. Pareil, palmier à huile, c'est une culture qui est bénie de Dieu.
ça rentre dans nos us et coutumes. C'est une culture qui est originaire d'Afrique. Tu vois que toutes les cultures que je cite là, c'est des cultures qui sont chez nous, qui sont adaptées dans notre zone agroécologique. Donc, on ne discute pas, on ne compétit pas avec les Occidentaux. Le palmier à huile est originaire du golfe de Guinée. Le nom scientifique, c'est Elias guinéci. Aujourd'hui, on a cette expertise qu'on a des variétés sélectionnées qui produisent 24 tonnes l'hectare. Mais figure-toi que la Malaisie et l'Indonésie sont venus dans les années, c'est-à-dire voilà, 50, 60, prendre la technologie au Nigeria. On leur a donné l'expertise. Mais qui c'est qui dame le pion aujourd'hui en termes de production? Tu sais peut-être tenter de me dire que c'est l'Afrique. Non. C'est l'Indonésie et la Malaisie. Ces deux pays-là, eux seuls, ravitaillent le monde entier au moins avec 85%. 85%. Alors que le palmier à huile est originaire d'Afrique. Ce n'est pas une honte pour nous. Alors que nous avons les terres arabes, nous avons l'espace. Le PIB de la Malaisie et l'Indonésie aujourd'hui a fait un bond de plus de 10 000% grâce à l'huile de palme. Là-dessus, tu commences avec des vergers de 10, 20, 30, 40, 100, 200, 300 hectares, même 1000 hectares. On entre à la phase de transformation. On a l'huile de palme, on a l'huile de palmiste, donc l'huile de palmiste avec l'amande des noix des palmistes. On a les touteaux. Tu vois, avec un seul produit, avec un seul produit, tu as comme ça 3 variantes. Ce n'est pas magique. Et maintenant, ce qu'on fait avec l'huile de palme, l'huile de palme est partout. Ce n'est même pas la peine que je commence à énumérer. Tout ce que tu touches, il y a de l'huile de palme. Ça va dans la cosmétique, ça va dans l'agroalimentaire, ça va dans les industries, ça va dans l'énergie verte, dont on fait des biocarburants. Mais je dis, c'est une culture qui est bénie de Dieu. Tout se transforme sur le palmier à huile. Tout se transforme sur le palmier. 5e culture, c'est la culture du poivrier. Le poivre. Je dis, voilà une manne. Voilà, c'est-à-dire une culture sur laquelle, si chacun et chacune de vous vous lancez là-dedans, ça ne demande pas d'avoir des superficies. Avec demi-hectare, 1 hectare, tu es plein aux as. C'est la seule épice, c'est-à-dire côté en bourse. C'est la 3e culture la plus chère au monde, la plus rentable au monde. Je vous l'ai déjà partagé ici. Si tu veux botter la pauvreté, c'est-à-dire qu'en touche, c'est ça. Si tu veux sortir la pauvreté de ta famille, on sait que la pauvreté, pour la sortir dans une famille, il faut au moins 4 à 5 générations, il faut 150 ans. Mais tu vois les cultures que je viens de citer, la palmier à huile, poivre, toutes ces cultures que je viens de citer, en 3 ans, tu chasses la pauvreté dans ta vie. Il faut 150 ans, mais en 3 ans, la culture du poivrier, tu chasses la pauvreté. 1 hectare, c'est au bas mot 120 millions. C'est au bas mot 120 millions, l'hectare. Donc tu imagines, tu fais 5 hectares, 10 hectares, 30 hectares. Donc si tu es intéressé quelque part cette culture-là, comme je t'ai dit, regarde sous la barre de description de cette vidéo. Tu prends le lien de la formation. En ce moment, exceptionnellement, il y a une promotion exceptionnelle qui prend cours, qui finit aujourd'hui samedi à minuit. Aujourd'hui samedi à minuit. Elle est à moins 50%. Donc c'est l'occasion pour toi de saisir l'opportunité. La 6e culture à aller faire là en 2024, c'est la nacadie. La nacadie, dont le fruit est que c'est le noix de cajou. Voilà encore une erreur mais monumentale que nous faisons. On produit, en ce moment, que c'est produit en Afrique de l'Ouest abondamment, surtout la Côte d'Ivoire, Ghana, tout ça, Mali, c'est produit. Mais l'erreur que nous faisons, c'est que on produit et la matière première, on l'exporte. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas fichu, on n'est pas capable de casser uniquement la coque, enlever la manne, torréfier. Qu'est-ce que nous faisons? On produit et on vend, on expédie en Inde, au Brésil, en Asie, et ça va faire travailler avec la main-d'œuvre asiatique, la main-d'œuvre brésilienne. Lorsque l'Asie et le Brésil concassent, ils envoient la manne en Europe, en Amérique. Eux, ils vont faire quoi? Ils vont torréfier, ils vont packager et ils viendront vendre ça au prix fort, au détriment du planteur africain.
C'est pour ça que j'ai commencé en te disant au début que il est aberrant aujourd'hui que le producteur ne puisse pas bénéficier de son labeur, que l'agriculteur ne puisse pas vivre de son labeur. Donc pour changer cette donne-là, il va falloir passer à la phase de transformation. J'insiste, on ne vend pas la matière première brute. Septième culture, le butacola. Donc ce qu'on appelle communément aussi petite cola, dont le nom scientifique est la Garcinia cola. Voilà une culture aussi, c'est-à-dire qu'on a béni de Dieu, avec des effets, c'est-à-dire voilà, et bénéfiques sur l'organisme. Un antibactérien, un antimicrobien, un anti-inflammatoire. La fonction première que nous connaissons tous, c'est que c'est un Viagra puissant, un Viagra naturel. Ça a énormément de... Et aujourd'hui, les Américains sont en train d'utiliser justement ce butacola-là comme gélule minceur, parce que c'est un bon produit minceur aussi, tu le savais. Les laboratoires américains sont en train de travailler dessus. Un sac de butacola, c'est aussi entre 400 et 150 000 francs CFA. Si tu mets un verger comme ça de 10, 15, 20, 30 hectares, tu es mort d'argent. Donc tu vois que ce que je partage ici avec toi, c'est vraiment une stratégie qu'on se doit de mettre en place, qu'on ne doit plus aller produire pour produire. On ne doit plus se transformer en consommateur. On ne doit plus aller commencer à acheter les produits déjà manufacturés ailleurs. Que si on veut avoir notre souveraineté alimentaire, on se doit de produire ce que nous consommons, de consommer ce que nous produisons, de faire des richesses, c'est-à-dire endogènes, d'apporter, c'est-à-dire de créer des chaînes de valeur endogènes. Parce que si nous ne faisons pas ça, on va vivre ce que les agriculteurs occidentaux sont en train de vivre là aujourd'hui. C'est qu'eux, ici en Occident, ils ont mis un système en place où ceux qui contrôlent la mécanisation, les semences, les produits phytosanitaires, les engrais, la finance, ils ont le contrôle sur tout, la distribution, la transformation, ils ont le contrôle sur le business. Et maintenant, ceux qui subissent, c'est les producteurs, c'est les agriculteurs. Puisqu'ils ils ne sont pas assez puissants. Ils ne sont pas assez puissants. Parce que ceux qui transforment, ce sont eux qui se prennent la part de gâteau. Ceux qui sont à la distribution mettent la pression, c'est-à-dire en achetant moins cher, mettent la pression des fois en délocalisant, en allant créer des usines ailleurs pour continuer à payer moins cher, ont des centrales d'achat où ils achètent groupés. Donc, comme ils achètent groupés, ils ont plusieurs enseignes, ils ont la pression sur la négociation des prix, et le producteur là-dessus, mais il n'a que ses yeux pour pleurer, parce qu'il faut comprendre que quand on parle des centrales, on parle ici des investisseurs, on parle en termes de milliards de dollars. Face à un petit producteur, qu'est-ce qu'il va faire? Donc nous, pour parler à cela, on se doit d'être stratège. On ne doit pas aller produire les cultures qui produisent déjà, ou sur lesquelles on n'a pas le contrôle, sur lesquelles on sera dépendant à chaque fois, tel que il faut acheter à chaque fois, parce que quand tu vas acheter les semences, les graines, il faut comprendre que c'est la paternité de quelqu'un, c'est breveté. Ils ont travaillé là-dessus sur ce qu'on appelle la recherche et développement. Quand tu achètes les graines de céréales, de soja, maïs, tomates, tous ces céréales-là, blé ou blanc, c'est la paternité que des grands groupes agro-industriels. Tu ne fais pas de ça ce que tu veux. Tu ne peux pas les reconduire. Ils ont fait des recherches. Quand tu achètes les produits phytosanitaires, quand tu achètes la mécanisation, c'est breveté, c'est un business. Or que toutes les cultures que j'ai citées, les 7 cultures que j'ai citées, pour l'instant, tu n'as pas besoin de mécanisation. Le manioc et tout ça, on peut encore le faire à la main. Et il n'y a pas besoin que des engrais. 35 tonnes, c'est sans engrais chimiques. On n'a pas besoin des énergies. Il faut comprendre ici qu'en Occident, il faut de l'énergie. Quand tu vas dans les céréales, il faut du gaz, il faut du pétrole quand tu es sur ton tracteur, il faut la haute mécanisation. Avec les cultures que j'ai citées, tu n'as pas besoin de commencer avec 1 million d'euros. Parce qu'ici en Occident, pour commencer, tu dois commencer minimum 1 million d'euros. Tu dois t'endetter à hauteur de 1 million. Et avec les normes, à chaque fois qu'on vient mettre, ça met la pression. À chaque fois, tu dois casser quand tu n'es pas dans les normes. Est-ce que tu sais que si on faisait l'agriculture, s'il fallait se calquer selon les normes occidentales,
beaucoup d'agriculteurs africains allaient fermer. Alors pour les éleveurs, beaucoup d'éleveurs, non seulement ils allaient fermer, on allait les mettre en prison. Parce que pour tous ceux qui vont faire l'élevage de poulets de chair, élevage de poules pondeuses, élevage de porcs hybrides, ils respectent les normes. Ils achètent que ces sujets ici en Occident. Est-ce que vous savez les normes que les éleveurs occidentaux subissent? Est-ce que vous savez qu'ici en Occident, on peut venir t'arracher toutes tes bêtes si tu ne respectes pas une norme pour maltraitance des animaux? Si tu oublies de mettre une boucle, parce que pendant que la vache était en train de saillir, tu étais tellement pris, tu as oublié de mettre la boucle, tu as oublié par exemple de mettre le nombre de veaux. Tu sais qu'on peut venir on te sanctionne. Si ton bâtiment t'a dit que voilà, il y a un petit trou, il y a un petit défaut, tu sais tu as des sanctions que tu prends, on peut carrément venir te confisquer tes bêtes. C'est ce que les éleveurs t'ont dit que vivent ici. Ils sont fliqués tous les jours. C'est pour ça que je dis que chez nous en Afrique, nous avons les yeux rivés en Occident, mais si on nous apportait ces normes-là, tous nos éleveurs t'ont dit que ce seraient des prisonniers et ils fermeraient quelques boutiques. Parce que quand on voit l'état de nos bâtiments, de nos élevages, ça donne froid au dos. Mais en même temps, ça doit nous amener nous-mêmes aujourd'hui à fixer nos propres normes, à avoir nos propres labels. Donc quand je dis ça, lorsqu'on va vers les produits du terroir, ça veut dire qu'on se doit de labelliser nos terroirs. On se doit d'avoir nos propres labels qui sont les AOC, donc appellation d'origine contrôlée, les AOP, appellation d'origine protégée, les IGP comme le poivre, comme ce poivre de Penja qui est IGP, donc indication géographique protégée. Quand on va au niveau des élevages, on se doit d'avoir aussi des labels, comme label fermier, label rouge, label poulet élevé en plein air, nos propres normes à nous. Parce que c'est comme ça qu'ils font pour nous bloquer. Lorsque nous produisons, tandis qu'en Afrique, on ne peut pas ramener nos produits en Europe n'importe comment. Tu penses qu'un poulet que toi tu fais en Afrique, tu peux ramener ça en Europe? Est-ce que tu respectes les normes sanitaires? On va te bloquer. Pourtant, il y a ces conventions-là de libre-échange. Mais eux, tous les produits peuvent venir sur nos sols, puisqu'on n'a même pas les moyens de contrôle. Donc, ils viennent comme ça nous impacter. C'est ce qu'on appelle le dumping sur le plan économique. Et ils viennent comme ça tuer nos économies. Ils viennent tuer la production locale. C'est pour ça que, lorsqu'on va les produire, on se doit d'être stratège. C'est pour ça que je vous parle à chaque fois-ci de stratégie. C'est pour ça que je vous parle de jeu économique. C'est pour ça que je vous dis, faites attention à votre modèle agricole. Si tu ne fais pas attention, mais ça va te broyer. Tu vas souffrir et mourir en silence. Tu vas disparaître. Parce que c'est comme ça qu'ils font ici en Occident. Chaque année, les agriculteurs disparaissent. Les petits producteurs disparaissent. Ceux qui ont les superficies de 10, 15, 20, 30 hectares disparaissent. Parce que le système est fait exprès pour broyer, c'est-à-dire que les petits producteurs, pour asphyxier l'agriculture familiale, pour faire disparaître l'agriculture familiale au détriment des grandes superficies. Parce qu'en ayant les grandes superficies, ils sont subventionnés ici en Occident par rapport aux grandes superficies. Donc je dis ça aux adeptes des grandes superficies, aux adeptes du modèle occidental, faites attention, regardez ce que les agriculteurs français sont en train de vivre présentement. Regardez ce que les agriculteurs occidentaux sont en train de vivre. Quand je dis agriculteurs et éleveurs, agriculture et élevage sont en train de vivre. Ce n'est pas c'est-à-dire que du cinéma, ce n'est pas de la science-fiction. Depuis la création de cette chaîne, je vous le démontre, parce que je vous dis à chaque fois, je suis au contact de la problématique des agriculteurs occidentaux. Moi-même, je suis au contact des soucis parce que je suis producteur. Vous connaissez le prix de l'essence présentement, c'est-à-dire qu'en Afrique, chez moi au Cameroun, le prix de l'essence a grimpé. Comment je fais? Les transports ont grimpé. Le coût de la main-d'œuvre a grimpé. Tu fais comment pour pouvoir, c'est-à-dire que compenser ton coût de production? Tu fais comment si derrière on n'achète pas ton produit à son juste prix? À l'heure où je te parle, nous sommes il y a eu 3 semaines ou 1 mois, on était en pénurie de pétrole. Au Cameroun, comment tu veux produire de façon décente, de façon massive? Comment tu vas vouloir être sur ton tracteur quand tu n'arrives pas à avoir le pétrole?
Comment tu vas pouvoir être sur ton tracteur quand le prix du pétrole est monté est multiplié par 2, par 3, et que derrière, comment tu vas pouvoir répercuter le prix de ce pétrole-là sur ton coût de production, sur ton prix de vente, alors que tu sais aussi que le pouvoir d'achat ne suit pas. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça là, le réel problème. Lorsqu'on va produire avec les énergies fossiles, lorsqu'on veut nous amener sur la surproduction, alors que derrière, le pouvoir d'achat ne suit pas, finalement, c'est le producteur qui se retrouve condamné. Et quand c'est comme ça, on va aller chercher les produits là où ces produits tels que moins cher. Et c'est ce qu'on appelle le dumping. On va aller donc prendre les produits occidentaux qui sont subventionnés, qui sont accompagnés, on vient donc faire le dumping aux petits producteurs africains qui, lui, a payé le prix cher, qui n'est pas subventionné, il n'a aucun accompagnement, il n'est pas suivi, il produit encore avec ses fonds propres. On vient lui faire du dumping. Voilà comment est-ce qu'on tue, c'est-à-dire que le tissu agricole. Et c'est comme ça que la population va se retrouver, c'est-à-dire affamée. C'est comme ça qu'on fait pour ne pas atteindre notre autosuffisance alimentaire, parce que c'est un secteur qui est encore délaissé. Oui, j'ai fait ce plaidoyer parce que tu vois ça. Quand je parle de ça, ça me sort des tripes. Parce que c'est ce que je suis en train de vivre jusqu'à présentement. Quand je fais, c'est-à-dire que mes calculs, je vois ce que je dépense en termes de transport, parce que le coût du pétrole est monté, ça me donne froid au dos. Ça me donne froid au dos. Quand je vois ce que je dépense en termes de coûts de production, si je ne suis pas stratège et que je vais choisir n'importe quel genre de culture, mais tu vas te retrouver en train de travailler pour les autres. C'est de ça qu'il s'agit. Ça, je te le dis, ça me sort. Et ce que je suis en train de dire, ça sort de trucs parce que c'est ce que je vis. Et c'est ce que plusieurs agriculteurs et éleveurs vivent. C'est ce que les entrepreneurs et les investisseurs vivent. Parce que si aujourd'hui on produit par rapport au coût de l'énergie. Dès que l'énergie monte, le coût de production monte. Mais ce qui est fatal, c'est que le pouvoir d'achat aussi ne monte pas. Une personne ne va pas aller t'acheter les produits alors qu'elle a les poches vides. C'est ça qui est dangereux. Voilà ce que je voulais partager tout au long de ce plaidoyer. J'espère que tu as saisi un peu le sens de mon plaidoyer. Comme je t'ai dit, regarde sous la barre de description de cette vidéo-là, prends le premier lien, j'ai de suite avec 10 idées de meilleure culture que je partage avec toi. Et si tu veux encore aller plus loin, il y a des formations. Et je t'ai dit, c'est l'occasion pour toi de saisir l'opportunité parce qu'en ce moment, c'est en promotion à moins 50%. Donc, profite de cette opportunité-là. Je t'ai dit, c'est en promotion là maintenant jusqu'à aujourd'hui samedi jusqu'à minuit. Attention, nous sommes aujourd'hui samedi, c'est en promotion jusqu'à minuit. Après minuit, les prix reviennent à la normale. Donc, il serait vraiment dommage que tu loupes cette occasion. Parce que comme je t'ai dit, c'est de la valeur et c'est une valeur qui va monter crescendo. Je fais ce geste-là afin de pouvoir aussi faire un clin d'œil à ceux et celles qui sont vraiment intéressés, qui sont motivés. Donc c'est l'opportunité pour vous de saisir parce que sinon après, les prix vont reprendre l'envolée parce que tu sais ici que ce que je donne, c'est la valeur inestimable. Donc voilà ce que je vais partager. Je t'attends dans les commentaires. Laisse les pouces surtout. Laisse énormément de pouces. Partage massivement autour de toi afin que ça puisse comme ça impacter plusieurs d'entre vous. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Et une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao.